John, j'ai rencontré des copains du collège, ils nous ont invités. Tu viens avec nous? Non, je ne tiens pas. Oh, t'es pas très sympa. Écoute, vas-y sans moi parce que franchement, ça me dit vraiment rien pour l'instant. John! Qu'est-ce qui se passe? Mais rien. Rien du tout, je te promets. Sauf que j'ai encore pas mal de boulot en retard et j'ai besoin de réfléchir, c'est tout. C'est vrai, ça? Absolument. Écoute, va retrouver tes copains qui t'attendent et amuse-toi bien. Hein. Je t'appelle demain matin. Bonsoir, Monsieur Brewster. Vous faites une partie avec nous? Non, merci, je ne joue jamais. Vous devriez en faire autant avec ce jeu. Allô, c'est encore le docteur Brewster. Êtes-vous sûr que mon mari n'est pas à la clinique? Il aurait pu y retourner pour une raison personnelle. Ah non. Oh non, je suis étonnée qu'il ne soit pas encore rentré. Et merci. Matthew Brewster, trouvé mort dans son garage et le moteur de sa voiture tournait. Ça peut nous prendre la moitié de la nuit. Et je suis sur le tas depuis 8 heures du matin. J'y suis également, sergent. D'accord, mais moi j'ai pas passé 15 jours à me retirer sur la plage au soleil d'Italie. J'ai passé mes vacances en Italie en quête de recherche culturelle, Lewis, et non pas vautrer sur une plage. Bon bah je crois qu'il faudrait commencer à prendre des photos. L'inspecteur ne va pas tarder. Bon, ça y est, c'est fait. Je vois pas grand-chose d'anormal. Il était comme ça quand on l'a trouvé, sergent. Rien de particulier n'a attiré votre attention quand vous êtes arrivé? Non, non, rien du tout.
Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé ce soir? Mathieu devait rentrer vers les 9h moins 20. D'habitude, c'était son heure. Il devait rentrer d'où? De la clinique. Mon père et ma mère ont une clinique privée, inspecteur. Il quittait son travail aux environs de 8h et arrivait rarement en retard. J'ai commencé à m'inquiéter en ne le voyant pas à 9h. J'avais pensé appeler la police, mais finalement, je n'ai pas voulu passer pour une folle. J'ai cru qu'une panne avait pu le retarder en chemin et j'ai regardé par la fenêtre à plusieurs reprises, en espérant le voir descendre de sa voiture. La dernière fois que j'ai regardé, j'ai vu John arriver et on a découvert ce qui s'était passé. C'est-à-dire vers quelle heure? Aux environs de 11h, je crois. Quand je suis arrivé, j'ai entendu le moteur tourner. Ensuite, j'ai vu de la fumée. J'ai aussitôt ouvert la porte du garage, mais malgré ça, je n'y voyais rien du tout. J'ai cherché le commutateur, mais je ressentais les effets du gaz d'échappement. Bon ben, pour nous, c'est terminé. Ils ont fini là-bas, inspecteur. Merci, Lewis. Vous avez l'air perplexe. Je m'interroge. Je pensais à une remarque de la veuve tout à l'heure. Elle disait qu'elle regardait par la fenêtre pour voir si son mari descendait de la voiture. Mais il ne serait descendu de sa voiture qu'une fois dans le garage. Et l'ouverture des portes de garage se fait automatiquement. En outre, on ne voit pas le garage depuis le salon. Sa langue a dû fourcher, c'est tout. Sans doute. On verra ça demain matin. Mais pourquoi procéder de cette façon? C'est quand même curieux, hein? Quand on possède une clinique, on a à sa disposition un grand nombre de produits ou de poisons qu'on peut utiliser. Vous savez, quand on en arrive au point de se suicider, généralement on n'a plus les idées très claires. Vous croyez donc à la thèse du suicide? Je ne vois pas d'autres hypothèses qui tiennent la route. C'est un meurtre, Morse, et je suis formel. Et j'ajoute que l'auteur a fait des efforts dérisoires pour lui donner des allures de suicide. Vous pouvez vous en expliquer, docteur? C'est une simple question de déduction, inspecteur. Il suffit de regarder ces marques autour du torse et du poignet pour voir qu'il a été ligoté sur son siège. Mais un homme ligoté reste conscient et garde la possibilité d'appeler au secours. Alors, j'ai regardé autour de la bouche et deviné ce que j'ai découvert. Des traces de ruban adhésif et de légères rougeurs là où les poils ont été arrachés. On l'avait bâillonné aussi, Morse. C'est bien un meurtre. Cause et heure du décès? Asphyxie, 21h30 environ. Nous savons qu'il a quitté la clinique peu après 20h. Vous excluez donc le fait qu'il ait pu être tué ailleurs? Tout à fait. Le tueur semblerait avoir pris des risques importants en attendant sur place la mort du Toubib. Sauf s'il est parti du garage pour y revenir ensuite. Mais dans ce cas, il fallait qu'il rouvre le garage et qu'il le referme derrière lui, pour s'assurer que Brewster était bien mort et pour lui enlever ses liens et le bâillon. Sans compter une seconde manipulation des portes pour ressortir. Mais son fils n'a pas pu entrer du fait des vapeurs toxiques. J'avais déjà réfléchi à ça. Et quelles ont été vos déductions? Eh bien, soit on a affaire à un personnage dont les poumons sont exceptionnels, du genre pêcheur de perles japonais par exemple, soit il s'agit d'un individu aux normes ordinaires, mais équipé d'un appareil de plongée sous-marine. Bonjour, madame. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Pourrions-nous parler à l'intérieur? Nous aimerions Dr. savoir Brewster? ce qui se passe ici. Je m'excuse, mais vous êtes... Mark Felsham, de l'hôpital Radcliffe, inspecteur. Claire est ma patiente. Il me semble préférable de parler de cela à l'intérieur, monsieur Felsham. Vous commettez certainement une erreur. La mort de mon mari ne peut être qu'accidentelle. Je peux vous assurer, docteur Brewster, qu'il ne s'agit pas d'un accident.
Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu vouloir du mal à votre mari? Oh, non. Bien sûr que non. Qui pourrait en vouloir à Mathieu? C'est une idée absolument ridicule. Veuillez vous asseoir. Néanmoins, on l'a tué. Je souhaiterais examiner la situation avec vous. A-t-il jamais mentionné au cours d'une récente conversation un événement particulier ou un incident qui aurait pu se produire indépendamment de la routine quotidienne? Non. Il y a eu pourtant cette effraction dont vous parliez, Claire, à la clinique. Et c'était quand? Je ne sais pas, 7-8 mois environ, je m'en souviens plus. On n'avait rien volé d'ailleurs. La police a cru qu'il s'agissait d'un toxico en quête de drogue. Et on n'a pas eu de nouvelles depuis. Docteur Brewster, la nuit dernière, vous disiez que vous guettiez à la fenêtre dans l'espoir de voir enfin votre mari apparaître et descendre de sa voiture. Comment pouviez-vous espérer le voir descendre s'il était dans le garage? Pardon. Il ne mettait pas toujours sa voiture au garage, surtout quand John n'était pas encore rentré. Parce que Matthew partait souvent très tôt, et avant John pour aller à la clinique le matin. Inspecteur. Oui, je comprends. Claire, maintenant, vous allez monter, vous reposer. Excusez-moi. C'est curieux, n'est-ce pas, inspecteur, que les médecins soient toujours les malades les plus difficiles. Si elle voulait m'écouter, je préférerais la voir à l'hôpital un jour ou deux, mais elle n'est pas d'accord. Son état est aussi grave que ça? Avec des soins appropriés et constants, elle pourrait tenir 3 ou peut-être 4 ans, au mieux. Et ce dernier choc n'a rien arrangé, évidemment. Tout ça à cause de cette bourdieu de clinique. C'était devenu une obsession pour eux deux. Leur clinique a des problèmes? Au contraire, elle marche du tonnerre. Mais au départ, ils ont dû investir des sommes colossales. Plus des dettes assez lourdes. Mais c'est parfaitement rentable. Où est ma mère? Est-ce qu'elle va bien? Elle se repose là-haut, mais ça va. Excusez-moi une minute. J'ai trouvé encore quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une bande adhésive, apparemment. Je lui ai demandé où il était hier soir. Il a répondu qu'il avait passé un moment avec une copine, une certaine Jane Foley, étudiante, paraît-il, à l'université. Il n'est resté avec elle que jusqu'à 7 heures. Après ça, il est allé se balader en voiture avant de rentrer à la maison. 4 heures de battement qu'il a passé à quoi? À réfléchir, c'est ce qu'il dit. Mais il prépare un doctorat en philosophie. Ah, et en ce qui concerne l'équipement de plongée, il n'en fait pas, et il ne connaît personne dans ce domaine. On a presque fini là-bas, mais c'est plutôt léger ce qu'on a pu trouver. Où est-ce que vous sortez ça? De la fosse qu'on vient d'inspecter. Avec aussi 2 rouleaux de ruban adhésif, mais aucun ne correspond à ce bout-là. Celui-là est beaucoup plus large. D'accord, envoyez tout ça au labo et je vous remercie. Bien, monsieur. Bon, alors, on se rappelle, d'accord? Vous êtes l'inspecteur Morse? C'est moi, mademoiselle Foley? Oui. On marche un peu? Oui, avec plaisir. Je ne sais pas comment je pourrais vous aider. Je ne connaissais pas le père de John. Et sa mère, pas davantage. Vous sortez avec John depuis quand? 2 ans. Et vous n'avez jamais vu sa famille? D'après John, j'aurais été un sujet de discorde entre son père et lui. Ils ne s'entendaient pas toujours très bien. Ses parents auraient souhaité qu'il fasse aussi médecine, et comme il a refusé, son père lui en a toujours voulu. Mais hier soir, John vous a fait quelle impression? Oh, il n'avait pas le moral. Et vous savez pourquoi? Il avait pris du retard dans son travail et il voulait rester seul pour réfléchir. Je trouve que les questions que vous posez sont assez éloignées du sujet. Oh, ce sont des questions d'usage dans les affaires de meurtre. Mais quand John a téléphoné hier soir, il a parlé seulement d'un accident ou d'un suicide. Non. Le père de John a été assassiné.
Oh, écoutez, inspecteur, mes remarques sur John et son père ne doivent pas influer Non, sur... je vous l'ai dit, mes questions sont purement de routine. On n'est pas loin du jackpot, sergent. Vous voulez regarder? Dites-moi simplement ce que vous voyez. Un poil qui vient du ruban adhésif qu'on m'a apporté. Un poil de la barbe du mort, a priori. Je pense que c'est avec cet adhésif qu'il a été bâillonné. Je te remercie beaucoup pour le thé. Il était parfait. J'ai longuement réfléchi entre-temps. Je vais parler à la police de ce Michael Steppings. Steppings? Pourquoi? Et lui dire quoi? Qu'il avait menacé mon père au tribunal. Mais ça remonte à 2 ans déjà. Steppings était bouleversé. Il y avait des lettres. Des lettres envoyées à mon père. Mais quelles lettres? Anonymes, bien sûr. Des lettres de menaces. Père préférait que tu n'en saches rien. Mais si tu parles de lui, tu imagines? Ça va faire ressurgir un sinistre épisode. Et là, Dieu sait ce qui peut en sortir. Vous arrivez encore à dormir? Votre heure va bientôt sonner. J'aurais dû vous en parler avant, je sais. Mais avec ce qui est arrivé, j'avoue que ça m'est totalement sorti de la tête, inspecteur. Et votre mère non plus n'en a pas parlé? Oh, elle n'était pas au courant. Mon père voulait lui éviter le stress. Quant à lui, il ne prenait pas ça vraiment au sérieux. Alors pourquoi les conservait-il? C'était pas le cas, du moins il ne les gardait pas toutes. Les premières, il les avait détruites, mais je crois qu'il voulait remettre les suivantes à la police. Dommage qu'il n'ait pas gardé les enveloppes. Elles étaient tapées à la machine avec le cachet de différentes postes à Londres. En plus, nous étions presque sûrs d'en connaître l'expéditeur. Elles devaient provenir d'un dénommé Michael Steppings. Ça fait déjà 4 ans. Sa fille de 15 ans était venue à la clinique pour une opération mineure. Mais qui s'est mal passée. Elle souffre d'un mal cérébral irréversible. Steppings, 2 ans plus tard, a traîné mes parents en justice. Inutile de dire qu'ils en sont sortis blancs comme neige. Mais Steppings n'a pas accepté la décision de la cour, d'où ces menaces. Et qui est ce Michael Steppings? C'est un bookmaker. Le célèbre Michael Steppings? Oui, en effet. Il a commencé dans une petite échoppe de quartier à Londres. Il a fini par construire un empire. Il devrait être facile à trouver, alors. Il vit dans l'Oxfordshire. Vous dire où exactement, ça je n'en sais rien. J'aimerais que nous en venions à Michael Steppings. Vous l'avez déjà vu? Pas encore, mon sergent essaie de le localiser. Parlez-moi donc de sa fille. Pour vous dire quoi? Ce qui lui est arrivé. Au bloc, elle a fait un arrêt cardiaque. Le tribunal a dégagé la clinique de toute responsabilité. Je suis conscient de la tragédie, mais nous n'étions pour rien dans ce drame. Docteur Brewster, je ne remets pas en cause la décision de la Cour, mais votre fils nous a fourni des éléments sur un suspect possible, ce qui nous conduit par conséquent à poser des questions. Oui, bien sûr. Vous pensez que ce pourrait être Steppings? Et vous? Ma foi, je n'en ai aucune idée. Cet homme me semblait d'une intelligence supérieure. Alors nous menacer en pleine audience et adresser ensuite des lettres anonymes, je n'ai pas l'impression que ce soit une bonne stratégie pour un tueur. Vous dites il nous menaçait. Alors qui en dehors de votre mari? Matthew était le chirurgien et moi l'anesthésiste, et il y avait l'infirmière, Wendy Hazlitt. Et je crois que les menaces s'adressaient à nous 3. Vous n'en êtes pas sûr? Vous devez comprendre que ce type d'expérience que j'ai vécue au tribunal était un moment que j'ai souhaité oublier. Mais en quoi est-ce important de savoir à qui il adressait des menaces? Vous étiez seul chez vous, sans défense? Supposons qu'il ait tué votre mari, alors pourquoi pas vous? L'infirmière est toujours à la clinique? Non, elle est partie sitôt après l'audience et elle travaille à l'hôpital de Burnley Green à présent. Et depuis, nous n'avons plus de contact.
Je l'ai trouvé. Mais ça m'a donné du fil à retordre. Un homme qui possède un empire? C'est vrai, mais entre-temps, il a vendu son business et il vit presque comme un ermite du côté de Shipping Norton. Ah, et j'ai vérifié aussi le rapport de la petite intrusion à la clinique. Rien d'intéressant. À part 1 ou 2 classeurs qu'on a forcés. Et j'ai besoin d'une copie des minutes du procès des Brewster. On pourra la voir si quelqu'un avant nous en a déjà demandé une. Sinon, les minutes sont en sténo et il faudra des semaines. Pourquoi on en a besoin? Je veux savoir qui Steppings a menacé et ce qu'il a dit, et non pas ce qu'on croit qu'il pourrait avoir dit. C'est à ne pas croire. Ça coûte les yeux de la tête et ça ne démarre même pas. Une magnifique voiture. Elle peut. Michael Steppings. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire dans ce trou perdu? Je suis l'inspecteur Morse du commissariat de Thames Valley. Je mène une enquête sur le meurtre de Matthew Brewster, monsieur Steppings. Oui, les journaux en ont parlé. Ce serait hypocrite de dire que ça me chagrine, monsieur Morse. Je m'en abstiens. Suis-je suspect? Oui. Ça n'est pas surprenant. Entrez à la maison, inspecteur. J'ai un coup de fil de mécontentement à donner. Patrick? Mike Steppings. Écoutez, envoyez quelqu'un chercher ma voiture. Parce qu'elle ne démarre pas. Voilà pourquoi. Vous dites? D'accord, je laisserai les clés sur le contact et faites-moi signe quand tout sera en ordre. Une vue magnifique. Je n'ai pas trop le temps de l'apprécier. Monsieur Steppings, vous n'avez pas d'autre garde-robe que ça? Si, sûrement en haut. Mais vous savez, je passe la plupart de mon temps dans cette pièce à présent. Quand j'ai un gros paquet de linge sale, je le porte à la blanchisserie. Alors, Brewster. Est-ce que vous étiez en contact avec lui? Après ce qu'il a fait, certainement pas. La Cour a prononcé pourtant le non-lieu. Mais il n'empêche, monsieur Morse, que la Cour a commis une erreur. C'était une opération très simple. Une banale opération. L'accident opératoire était presque impossible. Mais il restait possible. C'est en effet ce que le juge a dit. Il y a toujours un élément de risque. Il a dit que je devais comprendre ça. Sans doute une allusion à mon ancien métier. Où étiez-vous la nuit où Brewster s'est fait tuer? C'était quand jeudi, je crois. J'étais à Newmarket dans l'après-midi. J'y ai déjeuné d'ailleurs. J'en suis parti à 6 heures et je suis allé voir ma fille à l'hôpital de Burnley Green. Elle est à Burnley Green? Oui, pourquoi? Continuez. Je l'ai quittée à 7h30 pour rentrer. Vous êtes revenu directement? Non, j'ai fait un arrêt dans un pub pour aller aux toilettes. C'était à peu près vers les 8 heures. J'ai lu le journal, j'ai bu un panaché et j'ai même eu le temps de finir la grille des mots croisés. Et j'ai dû partir vers les 9 heures. Est-ce qu'on vous a vu là-bas? Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un? Ça m'étonnerait. La seule personne qui m'ait parlé, c'est la barmaid qui m'a servi alors. Ah si, il y avait aussi une dame qui est venue et qui m'a demandé de retirer ma veste pour qu'elle s'asseye. Et c'est tout ce qu'elle a dit? Elle a fait une remarque du genre, il y a beaucoup de monde ici. C'est tout. Et vous étiez déjà passé dans ce pub? Non, non. Mais ça s'appelle le Black Swan, sur la route nord. Je le connais. Eh bien, vous allez sûrement contrôler ma version à l'hôpital, non? Ah, ça va de soi. Vous pourriez m'y déposer? Les affaires marchaient bien. Pourquoi avez-vous vendu? Ça n'avait plus tellement d'intérêt.
J'avais monté ça dans le but d'offrir la belle vie à tous les miens. Seulement aujourd'hui, je n'ai plus personne. Sauf April, bien sûr. Vous n'êtes pas marié? Divorcé. Ma femme, Julie, avait accusé le coup tout comme moi pour April, mais elle disait que c'était idiot de s'obstiner. Moi, je me suis obstiné, je persévère. Alors elle nous a quittés. En ce qui me concerne, j'ai gagné assez d'argent pour le restant de mes jours, alors pourquoi continuer? À vous entendre, ça paraît facile de faire fortune. C'est vrai, c'est très facile. Surtout dans le jeu, c'est un domaine dans lequel j'étais assez bon. Eh bien moi, je ne pourrais pas vivre dans l'incertitude. La personne qui vous intéresse, c'est le docteur Greer. C'est le responsable. Et avant de repartir, passez nous voir dans la chambre. Bien. Où en étions-nous? Page 40, je crois. Ah oui, c'est ça. Page 40. Chapitre 7. Ginger continuait son histoire. Vous pouvez confirmer qu'il était ici, docteur? Bien sûr, inspecteur. C'est moi qui étais de garde. Il vient souvent la voir le soir. Ou même parfois de bonne heure le matin. La plupart de son temps est consacré à sa fille. Mais quel genre d'homme est-il? À mon avis, c'est un homme pour qui la vie n'a plus d'intérêt. Rien ne compte pour lui à l'exception de sa fille. D'ailleurs, sa femme l'a quitté. Et je la comprends. Elle savait que c'était sans espoir et souhaitait y mettre un terme, mais il a toujours refusé. Elle n'en sortira jamais, n'est-ce pas, docteur? Non. Non, c'est irréversible. Et c'est alors que Ginger a poursuivi en leur disant « Oh, docteur, monsieur Morse. April, regarde, c'est lui dont je t'ai parlé. L'inspecteur Morse. Je vous présente ma fille, April, l'inspecteur. Vous voudrez bien excuser son silence, mais depuis son séjour chez les Brewsters, elle ne peut plus dire grand-chose. Je suis désolé, monsieur Steppings. Avez-vous répondu à monsieur Morse, docteur? Oui, bien entendu. Je préfère me retirer, je ne voudrais pas vous déranger davantage. Docteur Greer? Bien. Je t'assure que je ne voudrais ce poney pour rien au monde. D'ailleurs, il fait presque partie de la famille. Oui, c'est moi. Tu as faim? Non. Un café suffira. Merci, chérie. Tu as l'air fatigué. C'était pénible, bien sûr.
Oui. Oui, forcément. John, j'ai l'impression d'avoir été un peu trop bavarde avec ce morse. Comment ça? Oh, j'ai été idiote. J'ai parlé de ton père en lui disant que vous n'étiez pas en bons termes. C'est parce que j'ignorais ce qui s'était passé à ce moment-là. C'est la vérité. Et puis d'ailleurs, je doute que Morse se focalise sur moi encore très longtemps. J'espère que tu brûleras en enfer. Vous avez les copies? Oui, Steppings les avait déjà réclamées. Vous l'avez vu hier? Oui. Il a un mobile, un alibi fragile et il sait se servir des appareils de plongée. Ça a l'air prometteur. Mais j'espère bien que non, Lewis. Pas grand-chose à vous apprendre. Aucune empreinte non identifiée et les lettres proviennent d'une demi-douzaine de journaux différents. Mais cependant, si je mets ceci sur cette machine-ci, voilà ce qui apparaît. C'était écrit sur une feuille posée au-dessus de la lettre de menace. Rien que des chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez à quoi ça correspond? Désolée, je vous ai dit que j'avais peu de choses. Je peux avoir une copie de ça? D'accord, je ne suis pas juriste. Mais ce n'était pas possible que les Brewster soient condamnés. L'opération n'était pas très compliquée, ils en avaient déjà réalisé plusieurs avec succès. L'avocat a donné les noms et les dates à la cour, ainsi que des témoignages de reconnaissance de quelques patients. Et Steppings? Oh, aucun doute là-dessus, il les a menacés tous les trois. Tenez, je demande justice pour mon enfant. Si justice n'est pas rendue, je trouverai un moyen, je ferai payer ces trois criminels. Alors pourquoi est-ce qu'il a épargné son épouse? Et l'assistante Hasley. Depuis 1 an, elle travaille à l'hôpital où Steppings a installé sa fille. C'était pas difficile d'atteindre ces deux cibles. Oui? Mademoiselle Hasley? C'est moi. Je suis l'inspecteur Morse du commissariat de Thames Valley. Entrez. Venez plutôt par ici, inspecteur. À une demi-heure près, vous m'auriez raté. Vous partez en voyage? Oui, enfin juste pour 2 jours. Je vais au bord du lac. Vous en avez de la chance. C'est vrai, oui. Vous savez, j'ai un faible pour la peinture et je vais là-bas pour y travailler. En quoi puis-je vous aider, inspecteur? Je mène l'enquête sur le meurtre de Matthew Brewster, mademoiselle. Ah. Et j'aimerais vous parler de Michael Steppings. Vous savez, inspecteur, je ne peux pas dire que je connaisse vraiment ce monsieur. Non, ça je m'en doute, mais comme il vous avait menacé au cours du procès Brewster, je voudrais savoir si, depuis lors, il a tenté de mettre ses menaces à exécution. Non, pas dans la violence, du moins. Quand j'ai quitté Matthew, monsieur Brewster, sa clinique, je veux dire, j'avais pensé vivre de ma peinture et c'est un rêve qui, hélas, n'a jamais pu se réaliser, de sorte que j'ai dû chercher un travail. On m'a engagé au Burnley Green. Mais quand Steppings a découvert ça, il a tenté de me faire renvoyer. Il verse des sommes absolument énormes à l'hôpital pour qu'on maintienne sa fille en vie. Alors je m'attendais à être renvoyée. Mais par chance, le docteur Greer, qui fait partie de la haute direction, est parvenu à un compromis. Il a consenti à me garder à condition que je n'ai aucun contact avec April Steppings. Matthew Brewster avait reçu plusieurs lettres anonymes à l'issue de l'énoncé du verdict. Est-ce que vous n'avez rien reçu de ce genre, vous? Non, rien du tout. Vous croyez que c'est Michael Steppings qui les a envoyés? Pour l'instant, on n'en sait strictement rien. Eh bien... Vous me voyez navré de ne pouvoir en dire plus? Non, c'est pas grave. Je ne voudrais pas vous retarder. Je vous laisse finir vos valises. Au revoir. Réfléchis, bon sang. Une feuille de papier bleu. Format 8x5. Avec 2 rangées de chiffres. Sur la gauche,
10, 50 et 7. Sur la droite, 25 et... Ah, bonjour monsieur, Caporal Willis de la brigade de prévention. C'est vous le propriétaire? En effet. On déplore un nombre important d'effractions dans votre secteur, précisément dans ce genre de résidence. Voyez-vous une objection à ce que je vérifie votre système d'alarme? Du tout, je vous en prie, entrez. Merci. Je vous offre un verre, à moins que ce ne soit interdit pendant le service. Je prendrai volontiers du thé, je vous remercie. Je vous apporte ça. Vous trouverez la boîte de contrôle d'alarme ici. Tout cela me paraît bel et bien ficelé. Je n'ai rien de solide pour justifier un mandat. Si Steppings est innocent, je ne voudrais pas le perturber plus qu'il n'est nécessaire. Vous ne voulez pas le perturber? Mais nous ne sommes pas des bons samaritains. Un homme s'est fait tuer. Et ce Steppings, c'est un suspect. Oui, je sais. Monsieur? Quoi? Vous aviez raison pour les chiffres, monsieur. Il a même fait une démonstration au caporal Willis. Je l'ai amené dans la salle d'interrogatoire et je lui ai lu ses droits. Eh bien, on dirait que vous êtes sur le point de sonner la lalie, inspecteur. Alors qu'est-ce que vous attendez pour y aller? Et faites-lui en baver. Que je l'en fasse baver? Oui, monsieur. Aujourd'hui, vous avez reçu la visite d'un agent de la brigade de prévention, monsieur Steppings. Oui, c'est exact. Et votre sergent m'a appréhendé en raison d'un lien possible avec le meurtre. J'avoue ne pas comprendre. Dites, avez-vous un coffre-fort dans cette maison? Oui, un modèle courant. Vous avez changé la combinaison, ça fait 6 mois, je crois. Mais quel rapport avec cette affaire? Et le numéro, est-ce que vous l'avez noté? Oui, bien sûr. Et même en double en cas de perte de l'original. Et ça va à l'encontre de ce qu'on demande à un coffre-fort. Il est imprudent de laisser traîner la combinaison de son coffre quelque part chez soi. Ce n'est pas tout à fait ça. Monsieur Steppings prend des précautions. Il écrit le numéro de la combinaison sur une feuille de papier, ensuite il la déchire en deux. Et il cache les morceaux en 2 endroits différents. C'est bien ça? Exact. Écoutez... Est-ce que ceci est votre combinaison? Oui, en effet. Et comment avez-vous trouvé ce numéro? Est-ce que vous reconnaissez ceci? Non. Vous mentez. Les analyses du labo montrent sur l'une de ces lettres la combinaison de votre coffre. Ce sont les lettres adressées à Matthew Brewster. C'est vrai. J'ai envoyé plusieurs lettres. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de ma fille, monsieur Morse. Je ne voulais pas qu'ils puissent oublier. La justice n'a pas fait son travail, ils sont restés libres. Vous avez menacé Matthew Brewster à l'audience. Et vous l'avez menacé d'attenter à sa vie par lettre anonyme. Ensuite, Matthew Brewster a été assassiné, probablement par une personne sachant manipuler un appareil de plongée. Et c'est votre cas. Vous commettez une erreur. Je vous assure que je n'ai tué personne et que je n'ai pas menacé sa vie. Vous êtes diabolique, vous devez payer. Et bientôt, je vais vous tuer. Vous tuer? Je ne me souviens pas d'avoir écrit ça. Pas vous tuer? Vous n'espérez tout de même pas qu'on va vous croire alors que vous nous avez déjà menti une première fois? Écoutez, vous ne comprenez pas. J'avais bu, j'avais un cafard noir, j'ai effectivement écrit des lettres. Mais je n'ai pas du tout le souvenir d'avoir écrit ça. Je n'ai pas tué cet homme, monsieur Morse. L'inspecteur Morse nous apporte des nouvelles. Michael Steppings est en garde à vue pour interrogatoire. Il a reconnu avoir envoyé ces lettres à votre mari. Ah, il a reconnu le meurtre aussi? Pas encore, on ne l'a appréhendé que depuis 1 heure. Oh. Alors, merci de nous apporter la nouvelle aussi vite, monsieur l'inspecteur. Est-ce qu'il a dit des choses qui... Que pourrait-il dire? Il est probable qu'il se complaît à répéter les accusations d'autrefois concernant sa fille. Inspecteur? Votre fils a raison.
Bien sûr, j'ai raison. Nous vous remercions infiniment de vous être déplacé. Michael Steppings est simplement retenu pour interrogatoire, mais ça ne prouve strictement rien. À présent, je vous laisse et je continuerai de vous tenir informé. Merci. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je veux que tu me le promettes. Et tu sais, je n'y peux rien. Oui, mais tu peux déjà essayer. On n'a strictement rien à craindre de Michael Steppings. Rien du tout. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Vous avez trouvé le sens des numéros, c'est une belle réussite. Ce n'était que de la chance. Que va-t-il arriver à sa fille si jamais on devait le mettre à l'ombre? C'est ça qui vous tracasse. La fille. De ce côté-là, vous n'y pouvez rien. De toute façon, on n'en est pas là puisqu'on n'a pas encore de preuves. Non, vous avez raison. Mais indépendamment de la fille, la question est de savoir pourquoi il a ignoré les 2 autres personnes qu'il a menacées. Steppings n'est pas un imbécile, alors comment pourrions-nous croire qu'il a bêtement averti sa victime en lui faisant parvenir des lettres anonymes? Vous êtes en droit d'exiger la présence d'un avocat. Avec un avocat, je pourrais sortir? Non. Compte tenu des charges qui pèsent sur vous, je peux vous garder 36 heures et obtenir une prolongation si nécessaire. Dans l'espoir que je finirai par avouer. On peut voir ça comme ça. Je n'ai pas tué Monsieur Morse. J'ai une proposition à vous faire, Monsieur Steppings. Vous disiez que lorsque le meurtre a été commis, vous étiez dans un pub depuis un peu avant 8 heures jusqu'à 9 heures passées. Je suis disposé à vous y conduire pour que vous y soyez éventuellement reconnu, mais seulement si vous êtes d'accord. Vous parlez d'un cadeau que vous me faites. Ce pub était bondé. Mais une femme vous a parlé. Oui, d'accord, elle m'a demandé d'ôter ma veste pour pouvoir s'asseoir. Et c'est tout. Sauf une remarque sur le fait que c'était plein, mais je vous l'ai déjà dit. Bon, d'accord, je n'ai aucun alibi. Et après? Je n'ai quand même rien fait. Supposons que j'aille dans ce pub et qu'on vous dise « On n'a jamais vu ce monsieur ». Ça pourrait être mauvais pour moi. C'est mauvais de toute façon. Si vous refusez, on peut raisonnablement penser que vous avez peur, parce qu'en fait, vous n'y seriez jamais allé. Tâchez d'y réfléchir, Monsieur Steppings. Inspecteur, vous n'aimez pas ce que vous faites là? Non. Eh bien, si ça peut vous faciliter les choses, je sais que vous êtes obligé. Je peux vous demander un service? Depuis que ma fille est à l'hôpital, je n'avais encore jamais manqué une journée. Je voudrais être sûr que tout va bien pour elle. Monsieur et Madame Hart,
Ce monsieur déclare qu'il est venu ici dans la soirée de jeudi dernier, aux environs ou peu avant 8 heures, et qu'il y est resté un peu au-delà de 9 heures. L'un de vous se souvient-il de l'avoir vu au pub? Non, ça ne me dit rien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là, parce que le pub entre 8 et 9 est toujours bondé. Oui, je comprends. Non. Non, moi je l'ai vu. Vous êtes sûre, Madame Hart? À sa veste, je le reconnais. Elle était très chic. Pas celle-là, mais une pareille à celle-là. Je m'en étais fait la réflexion en le servant. On voit que c'est de la qualité. Juste ciel, ma veste. Et vous êtes sûr également pour l'heure et le jour? Non, pour ça, non. Je sais juste que ça fait pas longtemps. Monsieur Morse? Ça reste insuffisant. Mais c'était forcément ce soir-là. Je ne suis jamais venu ici avant ni après. Enfin, puisqu'elle me reconnaît, que voulez-vous de plus? Calmez-vous, monsieur Steppings. Mais je suis venu là de bonne foi. Je n'ai pas l'intention de m'échapper. Michael Steppings? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Il a raison. C'était bien le jeudi soir, mais je dois quand même vous dire que pour l'heure, ça je sais pas. Vous aviez perdu quelque chose. Non, je n'ai rien perdu. Si, je vous le dis, vous avez oublié. On nous a rapporté votre chéquier. C'était une femme. Elle était assise à côté de vous et elle l'a trouvé après votre départ. Elle a dit qu'elle vous avait couru après, mais vous partiez en voiture. Et cette femme a vu monsieur Steppings s'en aller? Oui. Et où est le chéquier maintenant, Madame Hart? Je l'avais gardé au bar pendant 2 jours. Je croyais que le monsieur passerait le chercher. Et comme je ne l'ai pas vu, je l'ai posté à sa banque à Oxford. Avec un peu de chance, il est encore à la poste. Vérifiez ça, Lewis. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, venez avec moi, vous serez mieux au bureau. Madame Hart, je vais vous demander de nous accompagner au commissariat. Pourquoi vous faut-il le chéquier tout de suite? Vous ne pouvez pas attendre que la banque le reçoive? Si la femme l'a rapporté à Madame Hart, ses empreintes vont figurer dessus. Ça permettra de retrouver sa trace. En tout état de cause, elles nous confirmeront son identité lorsque nous la trouverons. Mais vous ne pouvez pas m'en dire davantage? Ah oui, oui, je comprends. C'est ça, je vous remercie, inspecteur. Et je compte sur vous pour me tenir au courant. C'était Morse? Oui, je me renseigne sur Steppings. Il a avoué? Non. Morse a parlé d'évolution des événements, mais sans s'étendre. Il n'a rien dit d'autre? Non. Mais tu sais, de toute façon, il nous tiendra au courant. Voici les empreintes relevées sur le chéquier. Celles-ci sont celles de Steppings, comme on le constate avec l'échantillon, et celles-ci correspondent à celles de Madame Hart. Et celles-ci, nous pensons qu'elles appartiennent à notre témoin inconnu. Mais de quoi sommes-nous sûrs exactement? Qu'il était au pub le jeudi soir en question, mais ce que nous ignorons, c'est l'heure exacte de son départ. Normalement, Brewster arrivait chez lui aux alentours de 9h moins 20. Si Steppings l'a effectivement tué, il devait impérativement quitter le pub à 8h20, dernier délai. Empreinte inconnue au fichier, inspecteur. Il fallait s'y attendre. Le message télé, c'est tout ce qui vous reste. Allons, remettez-vous. La chance va peut-être tourner. Oh, je n'y compte pas trop. Il y a des tas de raisons qui peuvent l'empêcher de se manifester. Et notamment si elle est mariée. Elle ne voudra pas que son mari apprenne qu'elle a parlé à un inconnu dans un pub. C'était pour lui demander de déplacer sa veste. Ensuite, elle a ajouté que le pub était bondé. Bah, c'était vrai. Même le patron l'a dit. Mais la question n'est pas là du tout. Sa seconde observation était tendancieuse et volontaire. Elle venait toute seule dans un bar, Lewis. Juste ciel, faut-il vous faire un dessin? Eh bien, je ne dirais pas non si ça aide à voir clair parce que je suis dans le noir. Cette remarque indiquait un manège galant, Lewis. Innocemment, bien sûr, mais son mari peut l'apprécier d'une façon différente. La police d'Oxford souhaiterait pouvoir entendre une personne qui s'est rendue jeudi soir dans cet établissement très sympathique du secteur nord et qui aurait pu remarquer la présence de cet homme bien vêtu aux cheveux poivre et sel. Nous savons que ce monsieur était au Black Swan dans la soirée de jeudi dernier. Nous savons également qu'il y a oublié un objet de grande valeur lors de son départ. Et cet objet fut par la suite remis à la directrice de l'établissement par une femme.
Nous souhaiterions vivement pouvoir parler à cette femme et... Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? À ton avis, qu'est-ce qui ne va pas? Surtout après ce que je viens de voir. Tu parles d'une question idiote. Oh non mais dis donc! Il faut pas t'en prendre à moi, j'y suis pour rien, moi! Je me doute que c'est pas drôle pour toi, et ça se comprend, mais... Ils ont Steppings, c'est déjà ça. Ils vont bientôt terminer leur enquête. C'est exactement ce que je lui avais dit. Je suis désolée, il est absent pour le moment, mais laissez-nous un message. Ne quittez pas une seconde, s'il vous plaît. Sergent, ceci me paraît moins bidon. Une demoiselle Jeffries. Je vous écoute, mademoiselle. Morse. Quand? Dans le Yorkshire. Non, 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 vous m'attendez, j'arrive. On a reçu un appel d'une certaine Margaret Jeffries qui habite Harrogate. Elle a vu l'émission et prétend que c'est elle qui vous a parlé au pub. Nous avons faxé aux autorités d'Harrogate votre photo ainsi que les empreintes qui figurent sur votre carnet de chèques. La femme est d'accord pour être entendue dans la matinée. Vous l'avez trouvée? C'est peut-être une espèce de névrosée. Une malade. On voit pas mal de parano dans des affaires comme ça. C'est vrai que ça peut arriver, mais nous avons ces empreintes. Nous les avons, monsieur Steppings. Jamais je n'aurais cru ça. Quoi donc, monsieur? Que j'essaierais de faire sortir un bouc de prison. Et pourquoi? Je l'ai jamais vu, ce Steppings. C'est le plus étonnant de l'histoire. D'habitude, ce genre de nouveaux riches, à peine ont-ils quitté Londres, qu'ils viennent frapper à la porte des cercles de la bonne société. Il n'a jamais cherché à être admis dans votre loge, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, sergent. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Rien du tout, monsieur, mais je réfléchissais aux critères du sergent Lewis sur ce qu'il convient d'appeler la bonne société du Oxfordshire. Je vois. Vous feriez mieux de réfléchir à ceci. Qu'est-ce qui va se passer si Steppings voit sa version confirmée? Vous avez déjà une autre piste sous le coude? Non, monsieur. Depuis que nous savons qu'il s'agit d'un meurtre concernant Brewster et que les présomptions désignaient Steppings, nous n'avions aucune raison de chercher ailleurs. Ça vient juste d'arriver. À 8 h ce matin, 2 agents du commissariat d'Harrogate ont interrogé Margaret Jeffries. Elle a consenti à laisser vérifier ses empreintes qui correspondent à celles relevées sur votre chéquier. Et elle sait à quelle heure j'ai quitté le pub? Non, ça elle l'ignore. Bon sang, tout ça pour rien. Laissez-moi finir, monsieur Steppings. En revanche, elle est certaine de l'heure à laquelle elle est arrivée au pub. Du fait qu'elle écoutait le journal de 20h30 en garant sa voiture au parking. Mais quel rapport? Le rapport, c'est qu'au moment où elle est venue à côté de vous, Matthew Brewster arrivait à son domicile pour y rencontrer son exécuteur. Vous êtes libre de partir quand vous le souhaiterez.
monsieur. Je vais remettre les soins plus tard, si vous voulez. Je vous remercie. J'aime autant, oui, c'est gentil. Mademoiselle? Ces fleurs? On les a livrées ce matin. Il n'y avait pas de carte avec. Excuse-moi de ne pas être venu. Je regrette, chérie. David! David! David? David, où es-tu? Alors, ça va? Ça va. J'ai vu un bouquet de fleurs dans la chambre des prix. Je passais par hasard devant la boutique d'un fleuriste. Je les ai trouvées belles et je les ai fait livrer. J'adore cet endroit. Vous savez, je possède deux choses dans ce monde de misère. April, évidemment, et de l'argent en pagaille. Je ne vous donnerai jamais ma fille, mais peut-être ceci. Monsieur Steppings. Vous mettez votre nom dessus et c'est à vous. J'en ai au moins 10 fois autant sur mon compte, vous savez. Ça ne me privera pas. Je voudrais vous dire que ce que j'ai fait, ce n'est que mon travail. Rien à voir avec votre travail. Ça, c'est pour les fleurs. Depuis qu'elle est dans cet hôpital, vous êtes la seule personne qui l'ait traitée comme si elle était vivante. C'est très généreux de votre part, mais je ne peux pas accepter. Vous pouvez aller n'importe où avec ça. Oui, sans doute, mais que ferais-je une fois n'importe où? Dommage que vous ne soyez pas joueur. Aux cartes, vous devriez être bon. C'est pourquoi, si vous y venez un jour, rappelez-moi de ne pas m'asseoir à votre table. Mais que va-t-elle devenir, votre fille? Je ne suis pas stupide, monsieur Morse. Je sais que je ne peux pas la maintenir longtemps ainsi, mais je ne veux pas qu'elle s'en aille maintenant. En cellule, j'étais rongé d'angoisse à l'idée de ce qu'elle pourrait devenir pour le cas où je devrais y rester. Et je m'en voulais à mort d'avoir envoyé ces lettres, mais c'était anormal qu'il dorme tranquille. Mais pourquoi écrire seulement à Brewster et pas à sa femme ni à l'infirmière Hazlitt? Oui, bien. Je supposais qu'il en parlerait à sa femme. Et quant à l'autre, là, vraiment, si j'avais fait ça, autant signer les lettres anonymes. Je n'étais pas ivre à ce point-là. Pourquoi les Brewster ont-ils été couverts par l'infirmière? C'est une excellente question, monsieur Morse. Lorsque nous préparions notre procès, l'avocat avait conseillé d'embaucher un détective pour consulter d'autres malades et surveiller aussi les Brewster. À la suite de son enquête, le privé nous a dit qu'il croyait que Matthew Brewster et Wendy Hazlitt avaient une aventure, du fait qu'il allait la voir régulièrement chez elle. S'ils couchaient ensemble, ça peut expliquer qu'elle ne l'ait pas chargé au procès. Logique. En tout cas, c'est ma théorie. Vous savez, monsieur, les détectives privés ont toujours tendance à épicer leurs rapports. Sans doute, mais si Brewster et l'infirmière avaient effectivement une liaison, ça pourrait être un crime passionnel. Dans cette hypothèse, il faudrait interroger l'infirmière, sans négliger la femme qui aurait pu découvrir le poteau rose. Elle ne correspond pas au profil du tueur, compte tenu des conditions du meurtre. La victime était bâillonnée, et aussi compte tenu de l'utilisation d'un matériel de plongée. Non, son état de santé ne lui aurait pas permis de s'en servir. Ah, bonjour, inspecteur, entrez. Merci. Si ça ne vous dérange pas, nous allons passer dans la cuisine. Vous avez du nouveau? Oui, en effet. Nous avons libéré Michael Steppings. Il a un alibi. Eh bien, disons que je suis soulagée que ce ne soit pas lui.
Vous voulez du café? Non, merci. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Cela dépendra de ce qui sortira de notre conversation. J'avoue ne pas vous suivre. Docteur Brewster, on nous a laissé entendre que votre mari aurait pu avoir une liaison avec Wendy Hazlitt. Pour mener mon enquête à bonne fin, j'ai besoin de savoir si c'est vrai. Vous m'obligeriez si vous pouviez m'éclairer. Oui, en effet, inspecteur, ils avaient une liaison. Vous savez, Wendy est jeune, d'allure assez plaisante. Il se produit parfois chez les ménages qui travaillent et qui vivent ensemble des moments de lassitude. Savez-vous si jusqu'au décès de votre mari, cette liaison persistait? Non, c'était fini. Depuis quand était-ce fini? Depuis 2 ans environ, quand Wendy est partie de la clinique. Elle est partie sans récriminer? Il est clair que Wendy nourrissait des projets d'avenir à long terme avec Matthew, c'est exact. Et quand il lui a annoncé la rupture, elle a difficilement accepté sa décision. Mais en quoi cela peut-il concerner la mort de Matthew? Peut-être en rien, et je suis navré d'avoir remué ses souvenirs. Oh, ne vous excusez pas, c'est normal, inspecteur. Et de toute façon, c'est une vieille histoire. Sergent Lewis? C'est bien moi. Wendy Hazlitt, vous m'avez demandé. Oui. Pourrait-on s'isoler un instant? Oui, venez dans le jardin. Mademoiselle Hazlitt, entre vous et Matthew Brewster, vos relations étaient-elles plus que professionnelles? Oui. Oui, en effet. Ah. Et vous pouvez me dire où vous étiez la nuit du meurtre? Oui, je m'en souviens parfaitement bien, sergent. Je finissais une peinture à la maison. Quelqu'un pourrait en témoigner? Non, j'étais seule toute la soirée. Je ne suis quand même pas suspectée. En matière criminelle, mademoiselle, nous devons interroger toutes les personnes proches de la victime. Et pourquoi l'aurais-je tuée? Nous étions sur le point de nous marier. Eh oui. Et il voulait laisser tomber sa femme pour moi. Comme la clinique fonctionnait bien financièrement, il avait les moyens d'accorder une pension à Claire. Et de m'épouser, ça fait longtemps qu'on en rêvait. Est-ce que vous êtes en mesure de prouver vos dires? Ce n'est pas évident. Je sais que Matthew avait parlé à son fils de nos projets. Et il l'avait prié de se conduire en bon fils envers sa mère, car elle aurait besoin de son affection. Mais quant à dire qu'il sera d'accord pour confirmer ça, c'est pas évident. Surtout sachant que ce serait pour m'aider. Se marier? Mais je viens de parler à Madame Brewster qui dit que l'aventure est terminée depuis 2 ans. Elle vous paraît sincère, cette Hazlitt? Elle prétend que Brewster aurait également fait part de leurs intentions à son fils John. Au fond, ça pourrait bien être le fils. C'est logique quand on y réfléchit. On sait qu'entre père et fils, il y avait des problèmes. John Brewster voit que ses parents bossent comme des malades pour rentabiliser la clinique. Sa mère y a sans doute perdu la santé. Et il apprend qu'il va la laisser tomber pour convoler avec une autre femme. C'est une nouvelle qui ne doit pas spécialement le réjouir. Alors il le tue. Il maquille la scène en suicide, mais là, il se plante. C'est alors qu'il se rappelle de Steppings. Vous parlez des lettres? Ça explique pourquoi il ne les a pas apportées tout de suite. Il prenait le temps de réfléchir. Je pense même qu'il n'a pas dû seulement se contenter de réfléchir, Lewis. Steppings disait qu'il ne se souvenait pas d'avoir fait réellement des menaces de mort. Si effectivement John Brewster a essayé de piéger Steppings, il devient concevable que Steppings n'ait pas formulé cette menace. Comme je vous l'ai déjà dit, les lettres proviennent de différents journaux et ça ne nous apporte rien. Mais cette fois, j'ai examiné le type de colle. On s'est servi de la même pour l'ensemble des lettres, à l'exception de la seule phrase du bas « Je vais vous tuer ». Voyez vous-même. Le diagramme est complètement différent. Alors, on l'arrête? Sur quelle accusation? Tentative de coup monté. On peut toujours essayer. Ce serait sa parole contre celle de Steppings.
Et Steppings a officiellement déclaré qu'il ne se souvenait pas des menaces de mort. Ça ne veut pas dire qu'il les ait niées. Il y a cette histoire de colle. Avec la colle, ça pourrait coller. Vous croyez pas? Lewis. Il y a sûrement un moyen. Il nous faut des faits, rien que des faits. On n'a pas encore vérifié la thèse de l'appareil de plongée. Vous croyez qu'il existe beaucoup de marchands spécialisés dans ce genre d'équipement? Ça m'étonnerait. Mais ça vaut la peine de s'enseigner. J'ai encore fait chou blanc. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il vend des appareils de plongée, mais il n'en a pas en stock. Il n'y a pas assez de demandes. Ceux qui en veulent doivent le commander. Et il n'a pas reçu de commande au nom de Brewster. C'était la dernière boutique? À Oxford, oui. Le vendeur a évoqué une autre possibilité. Mais il aurait fallu que Brewster soit idiot pour y avoir recours. Que puis-je faire pour vous, messieurs? Inspecteur Morse et le sergent Lewis. Vous devez avoir une liste de vos adhérents? Bien sûr. On peut la consulter? Si vous voulez. Nos membres sont inscrits là, dans l'ordre alphabétique. Rien du tout. Comme vous le disiez, c'eût été stupide. Excusez-nous, monsieur. Pas de quoi. Merci. Lewis? Je vois là G. Foley. Il s'agit de Jane Foley. Jane, oui. Est-ce que tous les membres ont leur casier? Tous, oui. Et les clés? Chacun a la sienne et moi j'ai un double. Je crois qu'on le tient. Monsieur Brewster? Merci. Bonjour, inspecteur. Qu'est-ce qui vous amène? Étant donné que votre père a été assassiné, la visite de la police ne devrait pas vous paraître étrange. Vous avez raison, c'est dans la logique des choses. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans mon assiette. J'ai essayé de lire avant que vous n'arriviez, sans succès. Vous connaissez ce phénomène? On lit une phrase, mais l'esprit ne l'enregistre pas. Cet après-midi, nous avons découvert que Jane Foley était membre universitaire du club de plongée sous-marine. Et vous m'aviez dit que vous ne connaissiez personne qui fasse de la plongée. J'ai dit ça? J'ai dû oublier. C'est tout. Comment se fait-il que vous ayez attendu si longtemps avant de nous remettre ces lettres? Écoutez, inspecteur, je vous ai déjà expliqué Nous que la pensons mort... qu'une de ces lettres a été modifiée. Comment ça? On y a ajouté une phrase qui précise une menace de mort contre votre père. Steppings ne semble pas se souvenir de l'avoir écrite. Et moi, je crois que c'est vous. Oh, ridicule, c'est de la spéculation. Votre père vous avait annoncé son projet de quitter votre mère, n'est-ce pas? Quoi? Lui et Wendy Hazlitt projetaient de se marier. Inspecteur, j'ai compris parfaitement ce que vous disiez. Mais il m'est impossible de vous croire. 22h02, le sergent Lewis entre dans la pièce. Tout est là, monsieur. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est?
C'est un rapport du labo sur un rouleau de papier adhésif trouvé dans le casier de Jane au club de plongée sous-marine. Il établit de façon formelle que l'adhésif qu'on a utilisé pour bâillonner votre père est le dernier morceau du rouleau en question. Ils ont envoyé une photo qui nous montre la jonction des morceaux. Vous souhaitez la regarder ? Alors, devons-nous penser que Jane Foley est l'assassin de votre père? Non. C'est moi que vous cherchez. Je l'ai tué. Il voulait quitter ma mère, après tout ce qu'elle avait fait pour lui. Je dois vous rappeler que notre conversation est enregistrée. Je veux passer des aveux complets. Je vous demanderai d'en informer ma mère. Je requiers la présence de Mark Felsham quand vous lui direz. S'il vous plaît. J'ai du mal à comprendre sa réticence à nous en parler au téléphone. Pas vous? Les habitudes policières. Règlement, règlement. Ça va, vous? Oui, oui, ça va. Merci d'être venu, docteur. Je préférerais être ailleurs, je ne vous le cache pas, mais vous êtes sûr de ça? John Brewster a avoué et en ce moment, il achève sa déposition. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, madame. Claire, j'ai bien peur que Morse ait de mauvaises nouvelles. De très mauvaises nouvelles. Alors, je vous écoute, inspecteur. Dans la journée, nous avons interrogé votre fils. Dans la soirée, il a avoué qu'il avait tué son père. C'est ridicule. John aurait tué son père. Absolument idiot, inspecteur. Pour quelle raison? Dites-moi laquelle. Pourquoi l'aurait-il tué? Votre mari lui avait dit qu'il allait vous abandonner et qu'il avait l'intention d'épouser Wendy Hazlitt. Tout ça n'est que mensonge et fabulation. Matt avait quitté cette traînée depuis 2 ans exactement. C'était une folie passagère qu'il m'avait supplié de lui pardonner. Claire, calmez-vous. Non, je refuse de croire ça. Je ne veux pas en entendre davantage et je veux voir mon fils. Je vous le déconseille. Puis-je aller lui parler? M'empêcherez-vous de parler à mon fils? Attendez-moi. Va-t-elle s'en remettre, docteur? Son infarctus a entraîné un coma profond. Ses chances sont minimes. Marc, comment se fait-il qu'on ne m'ait pas prévenu avant? Je vous présente l'inspecteur Morse. Inspecteur, voici Thomas Neely, l'avocat de la famille. Vu les événements, j'ai pensé préférable de l'informer. Pourquoi ne m'avait-on rien dit? Votre client a été informé de ses droits, monsieur Neely. Il n'a pas demandé son avocat. Je vois. Il s'est seulement contenté d'avouer un meurtre. C'est ça.
J'ai l'intention d'écouter ses aveux dans la matinée. Vous serez le bienvenu. Disons à 10h. Oui, mais avant, je souhaite voir mon client. Sauf objection. Aucune objection. Bonjour. Bonjour. Vous l'avez récupéré? Une fuite d'huile, paraît-il. Venez, j'allais justement l'essayer. Non, merci. Je venais simplement vous dire que nous avions arrêté le coupable du meurtre de Matthew Brewster. Qui est-ce? Son fils, John. Vous plaisantez? Pourquoi est-ce qu'il aurait tué son père? Parce qu'il supportait mal l'idée qu'il convole avec une autre femme. L'infirmière? C'est ça. Vous ne partagez sans doute pas mon avis, mais je vois là une sorte de justice pour épris. Oh, je ne vois pas les choses de cette façon, mais si vous avez raison, Madame Brewster a fait également l'objet d'un châtiment divin. Que voulez-vous dire? Crise cardiaque en apprenant ce qu'avait fait son fils. Elle va s'en sortir? Ses chances sont extrêmement minces. La nuit du meurtre, Monsieur Brewster. Dites-moi ce qui s'est passé. J'ai garé ma voiture hors de vue de la maison. J'avais pris le matériel de plongée de Jane au club, ainsi que des cordes et un rouleau d'adhésif. Je suis allé au garage et j'ai attendu. J'étais armé. Quand mon père est entré dans le garage, je l'ai surpris par derrière et je l'ai attaché sur le siège. Non, ce n'est pas encore fini. Je veux réécouter un détail. Je suis allé au garage et j'ai attendu. J'étais armé. Quand mon père est entré dans le garage, je l'ai surpris par derrière. Et qu'est-ce qui vous choque? Je veux éclaircir un point avec lui et en votre présence, maître Neely. Votre avocat conteste les conditions de votre interrogatoire, monsieur Brewster. Il veut que nous réexaminions les termes de vos aveux. Vous avez spontanément reconnu avoir tué votre père. Oui. Vous attendiez qu'il entre en voiture dans le garage pour le surprendre par derrière. Oui. Je dois le répéter combien de fois avant que vous compreniez? Mais quand vous dites que vous l'attendiez dans le garage, dois-je comprendre que vous y étiez caché? Oui. Mais comment saviez-vous que votre père entrerait avec sa voiture dans le garage? Votre père nous a dit qu'il la garait à l'extérieur, lorsqu'il partait tôt le lendemain. Alors c'est pourquoi je m'étonne. Je lui ai fait signe d'entrer. J'ai fait signe avec la main. Je m'étais souvenu qu'il était bien possible qu'il n'entre pas. Alors, je l'ai appelé. Vous l'avez appelé? Satisfait, maître Neely? Oui, oui. Inspecteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Seriez-vous d'accord sur le fait que votre client a menti? Il plaisante. Vous n'espérez pas m'entendre dire ça. À quoi servirait-il d'avouer un meurtre et de mentir sur le mode de son exécution? Ça peut vouloir dire qu'on ne l'a pas commis. D'accord. Je crois qu'il a menti. Mais vous avez des preuves quand même. Le scaphandre, l'adhésif et même des aveux oraux. J'ai tout ce qu'il faut, sauf la vérité. Bonjour, inspecteur. Qu'est-ce qui se passe? John Brewster est en garde à vue. Il a déclaré avoir tué son père. C'est incroyable. Je ne peux pas croire ça. Je partage vos doutes, mademoiselle Foley. Venez avec moi, je vais vous expliquer en détail. Jane. Je ne comprends pas. Pourquoi est-elle là? Et comment t'as pu entrer? Monsieur Neely l'a demandé. On est venu pour te libérer. Je ne comprends rien à cette histoire. Ils disent que tu as avoué. Pourquoi? Est-ce qu'on t'a menacé? Menacé? Mais pourquoi?
Personne ne m'a menacé. Écoutez, John, asseyez-vous et taisez-vous. Jen a quelque chose à vous dire. Morse dit que tu t'es servi de mon appareil. Tu serais déjà mort dans ce cas-là, du fait qu'il est hors d'usage. La valve est en panne, le circuit d'air est bloqué. Et c'est un détail qu'on peut prouver. J'ai demandé à l'instructeur de le réparer, ça fait 15 jours de ça. Il n'a toujours pas eu le temps. Je vous fais sortir d'ici dans 5 minutes. Non. Non. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas qu'il sache. Vous ne comprenez pas. Il faut qu'il croie que... Que devons-nous croire exactement, Monsieur Brewster? Que vous avez tué votre père? Nous ne sommes pas aussi naïfs. Tu as menti. Je ne voulais pas te laisser aller en prison. Je crois que tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte de ce que t'as fait. Alors, si ce n'était pas Steppings, et si ce n'était pas le fils, il ne vous reste plus que la mère. Pourquoi le fils aurait-il avoué, sinon pour protéger sa mère? C'est difficile en effet d'arriver à une autre conclusion. Je l'avais écartée d'entrée de jeu simplement parce que je croyais qu'elle était physiquement incapable d'une action criminelle. Par ici, sergent. Nous avons dû libérer John Brewster. Je sais, il a appelé pour avoir des nouvelles de Claire. Café? Non, merci. Il avait fait des aveux de complaisance, sans doute dans l'idée de protéger sa mère. Aurait-elle eu la force de tuer? Physiquement, bien sûr. Je préfère vous montrer son dossier, sergent. Je suis son médecin traitant depuis 5 ans. Vous constaterez qu'elle n'est pas d'une constitution robuste. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Attendez, cette date-là, le 10 juin 89, ça signifie qu'elle était ici ce jour-là? Oui, et même la nuit, pourquoi? Je l'ai hospitalisée ici en de nombreuses occasions. Et j'étais en train de travailler dans l'atelier. Je serai aussi bref que possible, je ne voudrais surtout pas vous déranger. Non, j'avais presque fini. Mais vous êtes très doué. Merci. Seriez-vous amateur de peinture par hasard? Ça m'arrive. Elles sont à vendre? Oui, dans une petite galerie où j'expose. Je vous laisserai une carte avant de partir. Bon. Alors? Je n'ai qu'une seule question, mademoiselle. Est-il possible que Claire Brewster ait su que son mari était sur le point de la quitter? Non, ça m'étonnerait. Je sais que Matthew s'inquiétait de savoir comment elle accueillerait la nouvelle, alors il avait dû la différer. Je vois. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Bon, alors je vais chercher la carte. Celle-ci n'est pas à vendre. Ah non? Non, je la garde pour moi. C'est un paysage de Galles du Sud, ça vous plaît? Oui, beaucoup. Voici ma carte. La galerie n'est pas loin de la ville. Merci. Je suis impatient d'y aller. Dites, inspecteur, une dernière chose. Pourquoi ne pas poser la question directement à Claire? C'est malheureusement délicat. Actuellement, elle est dans un état critique à l'hôpital. Eh bien, je vais vous abandonner. Mais où étiez-vous passé? Je reviens de la clinique Brewster. J'avais un détail à vérifier. Et vous avez découvert une anomalie? Oui. Je ne sais pas encore si c'est tout à fait significatif. J'ai fait un saut à l'hôpital Radcliffe ce matin.
Mark Felsham m'a montré le dossier médical de Claire. Si j'en crois le dossier, elle était au Radcliffe pour traitement le 10 juin 89. Voyons... Voilà. Dans la copie qu'on a du procès, l'avocat de la défense avait cité 3 réussites dans des opérations semblables à celle d'April Steppings comme preuve de la compétence des Brewster, avec les dates à l'appui. L'une de ces opérations a été effectuée le 10 juin 1989. Qu'avez-vous découvert à la clinique? Claire Brewster était l'anesthésiste de service ce jour-là. Alors j'ai vérifié à nouveau les dates que Felsham portait sur les dossiers. J'ai trouvé 2 autres exemples de sa présence en 2 endroits différents à la fois. En tout état de cause, ça prouve que Michael Steppings avait raison. Elle est bizarre, cette clinique, non? Et la preuve crevait les yeux, elle était dans les minutes du procès. À condition de la comparer avec les dossiers médicaux. Mais encore fallait-il avoir connaissance du contenu des minutes en question, et savoir aussi avec quoi les comparer. Oui, évidemment. Vous disiez que Steppings en avait demandé une copie? C'était quand? Je n'en sais rien, mais ça doit pouvoir se trouver. Alors allez-y, Louise, cherchez. Oh, bonjour. Vous avez une malade chez vous, Claire Brewster, et je voudrais avoir de ses nouvelles. Non, une amie intime. Je vois. Non, je vous remercie. Michael Steppings a demandé une copie il y a près de 9 mois. Plus d'1 an après la fin du procès. Pourquoi ce n'est pas logique? En êtes-vous sûr? C'était pas longtemps après que Wendy Hazlitt ait été embauchée au Burnley Green. Elle a pu l'orienter dans la bonne direction. Les copies seules, c'est insuffisant. Au fait, l'effraction qui a eu lieu dans la clinique, vous disiez que c'était quand? Souvenez-vous, on avait simplement forcé un casier à dossier. C'était quand? 8 mois, je crois. Hazlitt vient d'arriver au Burnley Green. Et aussitôt après, Michael Steppings réclame une copie du procès des Brewster. Il l'a obtenue et elle est suivie d'une effraction dans la clinique où rien n'est volé. Ni drogue, ni équipement. L'intrus s'est contenté d'endommager un placard où sont rangés des papiers. Ah, c'est forcément une coïncidence. Hazlitt et Steppings, il l'avait menacée, il avait tenté de la faire renvoyer. Non, ils sont ennemis. En passant chez cette Wendy, j'ai vu une peinture, un tableau récent qu'elle-même a fait. Et je parie mon salaire que c'était une vue depuis la maison de Steppings. Alors comment a-t-elle fait ça s'il s'agit de 2 ennemis? Mais il a un alibi. Steppings a un alibi. Alors le témoin aurait menti? Pourquoi pas? Je sais que si j'ai raison à propos de cette peinture, et je ne crois pas me tromper, ça veut dire qu'elle a menti pas seulement sur le tableau, mais aussi sur ses relations avec Steppings. Inspecteur, les empreintes sont identiques. Margaret Jeffries et Wendy Hazlitt sont une seule et même personne. Mademoiselle Hazlitt? Oui? Nous vous prions de nous accompagner. Écoutez, je n'ai vraiment pas le temps, je dois partir en voyage. Non, vous restez. Jetez un coup d'œil par là. Il est parti. Et précipitamment, on dirait. Appelez l'hôpital, demandez s'il est passé. Si ce n'est pas le cas, il est toujours là. Et je veux que l'hôpital soit mis sous surveillance constante. Bien, monsieur. Soyons clairs sur le sujet. Vous n'aviez pas les qualifications nécessaires,
Mais vous exerciez néanmoins les fonctions d'anesthésiste à la clinique Brewster. Quand Claire est tombée malade, elle a ralenti son travail. Il ne pouvait payer une anesthésiste pour la remplacer et Matthew m'a demandé si j'étais d'accord pour le faire. C'était difficile de refuser. Je devais traiter les cas mineurs quand sa femme ne pouvait s'en occuper ou quand elle était à Radcliffe. Et ça marchait. Jusqu'à l'arrivée d'April, évidemment. Je n'avais pas mis assez d'anesthésique. Et quand Matthew a ouvert, elle a fait un arrêt cardiaque. J'étais paniquée, figée. Et où était Claire Brewster? Allongée sur un lit dans son bureau. Mais le temps d'arriver sur les lieux, le mal était fait. Vous aviez dit que vous aviez suivi normalement la procédure? C'est vrai. Après avoir fait tout ça, après l'avoir dépanné, j'avais risqué la prison pour lui et détruit la vie de cet enfant. Matthew Brewster m'a envoyé paître. C'est alors que j'ai compris que c'était rien d'autre qu'un vieux beau qui voulait se payer une aventure. Alors j'ai décidé qu'il allait payer la note. Comme vous n'aviez pas l'estomac pour agir toute seule, vous avez fait appel à Steppings. Vous avez choisi Burnley Green pour ça. Eh bien, je devais être certaine de la force de ses sentiments. Il avait menacé à la cour, mais n'importe qui peut faire ça. Et j'ai tout de suite compris. La toute première fois qu'il m'a vu à côté du lit d'April, ce qu'il était capable de faire. Alors je lui ai dit la vérité. Écoutez, il avait compris que ça n'était pas ma faute et qu'on m'avait utilisée. Et son alibi? 6 mois avant, Steppings m'avait offert de quoi m'acheter une maison à Harrogate que j'ai prise sous le nom de Margaret Jeffries. Que s'est-il passé au pub? Quand je suis arrivée, Steppings était déjà parti. J'ai attendu un moment et j'ai remis le chéquier à la barmaid. Je croyais que c'était terminé avec Brewster. Et pourtant, vous avez dit au sergent Lewis que Matthew et vous alliez vous marier. Mais j'ai menti, c'est évident. Mais John Brewster a confirmé cela. John Brewster était au courant des magouilles de la clinique. Et la nuit du crime, Steppings a appelé John, disant qu'il avait des preuves de leur pratique. En ajoutant que si l'affaire d'April ne pouvait être rejugée, il avait d'autres cas à révéler. Ce qui signifiait de nouveaux procès. Avec ce que ça comportait pour Claire. Et si John voulait sauver sa mère, il devait aller chez Steppings et rester là-bas jusqu'à 9h30. Et si Steppings n'était pas arrivé, il devait revenir le jour suivant. Et Steppings n'est pas venu. Parce que dans le garage, il exécutait Brewster. C'est ça. Mais il avait écarté John pour s'assurer qu'il n'aurait pas d'alibi. Le lendemain, Steppings a annoncé à John ce qu'il avait fait la veille, en précisant qu'il n'avait que 2 solutions. Soit prévenir la police, et Steppings présenterait publiquement ses preuves de malfaçon. Ou sinon, John se demandait si sa mère pourrait faire face à un autre procès et à une éventuelle incarcération. Il a pensé que non, sans doute. Et de ce fait, il a pris le crime à sa charge. En échange de quoi Steppings consentait à garder le silence. Mais il restait possible que les aveux de John finissent par tuer sa mère. À ce moment-là, il aurait dit la vérité. Et quelle vérité exactement, Lewis? Que Steppings était l'assassin? Encore eût-il fallu un certain temps pour parvenir à le prouver. Du fait de mademoiselle Hazlitt. Pourquoi aller supposer qu'elle ait menti en faveur de Michael Steppings? C'était 2 ennemis mortels, nous le savons. Donc il tenait debout son alibi. Alors comment est-ce que John Brewster pouvait déjouer cette manœuvre qui avait déjà piégé la police? Parce que le temps de prendre Brewster au sérieux, Hazlitt et Steppings seraient partis... Où ça, mademoiselle? N'importe où je voulais aller. Il m'avait promis de s'occuper de moi après que John Brewster soit mis en prison. S'occuper de vous? Quelque chose me dit que c'est exactement ce qu'il aurait fait.
Aucune nouvelle de l'hôpital? À mon avis, il a quitté le pays maintenant. Non, j'ai du mal à croire qu'il abandonnerait sa fille comme ça. Oui, mais ça fait presque 16 heures déjà. Quand même, on a dû le remarquer dans sa voiture. C'est pas un modèle courant. Oui, Lewis? Oui, merci. Claire Brewster, morte à 6 heures ce matin. Sa mère est morte depuis 2 heures déjà, Lewis. Brewster pourrait nous dire la vérité à présent et il n'en a rien fait. Pourquoi? Vous aviez raison. Il ne l'a pas abandonné. Inspecteur, j'ai trouvé ça dans son sac. Cher monsieur Morse, je serai parti quand vous lirez ceci. J'ai toujours su qu'il me faudrait fuir, mais pas si tôt. J'ignore ce que vous avez découvert, mais je vous apporte une précision. Hazlitt a fourni mon alibi. Ça me déplaît de vous décevoir. Très franchement. N'ayez aucune crainte pour April. Mon ex-femme m'a promis de s'en occuper. Steppings avait délibérément marqué les lettres anonymes. Il disait que si la police était suffisamment habile, elle pourrait remonter jusqu'à lui. Il m'avait chargé de parler de ces lettres de menace. Et de mettre le ruban adhésif dans le placard de Jane. Et comment savait-il que Jane était membre du club de plongée sous-marine? À travers moi. Il surveillait la famille depuis des mois. Il disait que son hobby était une véritable aubaine. Ça l'a aidé à choisir la façon d'exécuter mon père. Il est resté au garage jusqu'à la fin, pour que la loi du talion soit appliquée. Mon père a assisté à la déchéance d'April. Steppings a fait pareil. Et comme sa fille était encore vivante, mais en même temps morte, ma mère devait passer le reste de sa vie avec moi en prison. Pourquoi l'avez-vous tué? Je n'ai jamais eu l'intention de le tuer. Quand je suis arrivé chez lui, il était sur le point de partir. Alors j'ai plaidé ma cause. Moi, j'avais respecté ma part du marché. Je n'y étais pour rien si lui, il avait échoué. Il ne voulait rien entendre. Il a dit que si ma mère guérissait, elle pourrait voir son mari à la une de tous les médias. J'ai pensé que je devais l'empêcher de fuir. Il y avait une clé à molette qui traînait par là. Alors, je l'ai frappé. Il était monstrueux, vous savez, inspecteur. Monstrueux. Vous croyez, monsieur Brewster? Vos parents et leur assistante avaient réduit à néant la vie d'April. Et pour aucune autre raison que de gagner un peu d'argent. Vous le saviez, ça ne vous a guère embarrassé. Si Michael Steppings est devenu monstrueux, monsieur Brewster, ce sont les vôtres qui l'ont rendu ainsi.
Vous désirez, monsieur? Oh, je passais voir April Steppings. Vous êtes de la famille? Non, non, rien qu'une relation. Je m'étais lié d'amitié avec son père ce jour dernier. C'est tout. Hélas, monsieur April n'est plus avec nous. Sa mère est venue et a demandé qu'on débranche l'appareil respiratoire. Je comprends. Je suis désolée, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Elle a fini son calvaire. Ah. Eh, c'est quand même dommage de gâcher ça. Les roses rouges, ça vaut une petite fortune, ces fleurs-là, dans le coin. Non, pas vraiment. Je lui ai fait envoyer des fleurs une fois qui avaient bien plus de valeur.